Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en direct différé bien sûr comme d'habitude de RVAZ, la radio pour un nouveau parcours de vie. Et cette semaine j'ai la chance d'interviewer Mylène Pardoen. Bonjour Mylène. Bonjour, merci de me recevoir dans les locaux de radio Val d'Azergues. Ouais, c'est ça, je te remercie beaucoup. Alors toi tu es archéologue du paysage sonore. Tu définirais ça comment en une phrase pour tout le monde? Une phrase pour tout le monde. Alors, pour définir simplement, c'est l'archéologue du paysage sonore. Il étudie, il analyse les ambiances sonores du passé. Donc on fait un grand voyage dans le passé. Et puis d'un seul coup, on prend une petite navette interstellaire et on se retrouve dans le présent, voire dans le futur, pour proposer des modèles audibles de ce qui se passait dans le passé. Donc on va travailler des sons, des vrais sons, pour signifier clairement, voici comment sonnait le passé. C'est fantastique. On va y revenir parce que tu vas raconter tout ça avec Guédelon, avec tout ce que tu as construit en fait, parce que c'est ça, tu as construit ce principe et c'est vraiment super intéressant. Et justement, ce principe-là, je me souviens, parce que je commence toujours par la rencontre avant de repartir sur ta vie à toi depuis l'enfance. Et la rencontre, c'était sur Twitter. Donc je publiais des trucs sur la scie hydraulique, tout ça, sur l'archéo. Et à un moment, je reçois un petit message de ta part en disant « Ouais, je suis intéressé, blabla. Moi, je suis archéologue du paysage sonore. » Alors moi, normalement, je vais chercher, je vais stalker tout ça. Donc qui est Mylène Pardoen, donc je vois tes kilotonnes de participation, donc je me dis ouais c'est intéressant. Et en fait ce que tu voulais c'était enregistrer les bruits de la scie hydraulique qui découpait effectivement la pierre dure avec ce sable et cette eau et pouvoir avoir une trace effectivement de ce qui se passait sur les découpes de pierre dure, que ce soit de modèles automatiques qu'on a fait, on a proposé en tout cas, comme que les scieries, ce qu'on appelait monolames, c'est-à-dire à l'ancienne, hein, depuis les Égyptiens ou les Romains, les Grecs, enfin, etc., de toujours cette manière de scier avec un balancier. Et tu voulais pouvoir capter ça pour pouvoir le réutiliser. Alors toi, tu mènes aussi des projets qui parlent effectivement du monde ancien. Ça peut être le 18e, on y reviendra, Guédelon, et ça peut être aussi le monde antique romain. Et je crois que tu as eu un projet qui parlait du 3e siècle après Jésus-Christ, il me semble bien, et justement avec des reconstitutions de bruit, mais ça on va voir après. Donc là-dessus, tu es venu capter avec ton assistant Martin, je m'en souviens, sur une journée. Donc il y avait effectivement Guillaume qui est derrière, Arnaud et tout ça, qui était là pour capter en vidéo, ce qui faisait un joli panel qui complétait tout, et tu as posé des micros de partout sur la pierre, type presque des micros sismiques, t'en parlais, mais c'est pas celui-là, mais pour capter les résonances de la pierre coupée. Et vous voir bosser, c'était vraiment fantastique. Vraiment, ça, d'une certaine manière, ça a légitimé ce qu'on faisait aussi en recherche de notre côté. Donc voilà, et ça s'est bien passé, et je t'ai trouvé très atypique. Vraiment, et ta psychologie me parlait bien. En plus, tu as fait de l'humour avec moi, voilà, c'est ça, et j'aime beaucoup. Et après, après, tu es rentré, etc. Mais tu m'as expliqué 2-3 petites choses que tu faisais justement sur l'archéologue du paysage sonore. Mais comment t'en es venu là? Et c'est mon déclenchement, c'est la petite enfance, toi. Alors d'abord, tu es né où? Alors, je suis née dans le Nord, le département du Nord, à Tourcoing. Et je ne suis pas restée très longtemps, puisqu'il y avait déjà la crise du textile. Donc, mes parents ont dû bouger assez rapidement. En fait, l'enfance et l'adolescence s'est plutôt passé en Bourgogne, à Chagny. D'accord. Donc, avec des bruits plus de la nature. Hein, on n'est pas sur de l'urbain pur et dur. Et puis ensuite, à nouveau crise. Et on a déménagé, donc on a fait le sud de la France. Et mon père est tombé gravement malade, il a été trépané, il a fait un début de rupture d'anévrisme. Et là, un soutien de famille, et il fallait faire vivre sa famille. Donc j'ai passé tout ce qui était comme concours, qui était possible, bien avant de passer mon bac. Donc je n'ai pas le bac.
Ok, mais tu as compensé par tout le reste. Voilà, j'ai compensé par beaucoup d'éléments. Et parmi tous les concours que j'ai passés, le premier qui est arrivé, c'est un concours qui m'ouvrait les portes de l'armée. Ok. Ce qui fait que voilà, ma première carrière, c'est 17 ans de service au service de la nation. Et tu y es rentré à quel âge? Alors j'y suis rentrée à 21 ans, Ouais. en 81, juste au moment de la bascule. Et un an plus tard, François Mitterrand ouvrait progressivement toutes les filières aux femmes. Oui, Heureusement, parce que là, j'allais un peu craquer. Là. Ouais, je sais. Et nous, ça a été la marine, c'est venu beaucoup plus tard. Et ça a été la première année, effectivement, où j'avais, ça va être 90, enfin 12, un truc comme ça. C'était vraiment beaucoup plus tard, parce que la marine, c'est le dernier bastion, tu sais. Et c'est vrai que c'était très agréable de vous voir arriver, parce que ça restait trop masculin, je trouvais. Enfin, il faut casser un peu, faut ouvrir à tout le monde, c'est vraiment hyper important. Et dans quelle spécialité et enfin, comment ça s'est passé là-bas Alors, moi, au tout début, comme la formation, elle devait être que pour les femmes, j'étais comptable des matériels. Alors, on ne fait pas de comptabilité en stricto sensus, on est plutôt sur de la gestion de stock. Ok. Dans laquelle je n'ai pas du tout travaillé, puisque la spécificité d'un militaire, c'est qu'on fait tout, sauf souvent ce pour quoi on est formé. Donc j'ai fait de la gestion de personnel, j'ai fait de la gestion un peu plus simple, j'ai fait une sorte de secrétariat, enfin bon. Et puis à un moment donné, quand les portes se sont enfin ouvertes, j'ai eu l'opportunité de changer de direction. Sauf que moi j'étais arme du matériel, j'ai dû rester dans le tuyau matériel. Oui. Et là, on m'a donné beaucoup de choix. Mécanicien sur hélicoptère ou mécanicien sur hélicoptère ou mécanicien sur hélicoptère. Voilà. Okay. Donc face à ce choix, je crois que j'ai tranché pour être mécanicien sur hélicoptère. Et donc voilà, je me suis retrouvée à faire une formation de mécanicien sur hélicoptère. Et première affectation, c'était Draguignan. Donc formé à Bourges. Première affectation Draguignan. Ensuite, comme à l'armée, on est formé en même temps, on a vraiment ce qu'on appelle formation tout au long de la carrière. Ça, au moins, c'est intéressant. Donc, voilà, tous les 2 ou 3 ans, on est en formation. Je suis retournée à nouveau à Bourges et puis j'ai continué ma carrière. Ça t'a plu le côté mécanicien sur l'hélicoptère? Alors, moi, j'ai aimé le cadre militaire, en dehors du mécanicien sur l'hélicoptère. Parce que justement les choses sont bien définies, donc on sait où on met les pieds, ça c'est plutôt pratique. J'ai adoré mon métier de mécanicien sur hélicoptère. J'ai dû arrêter parce que j'ai eu un accident de parcours, mais oui, j'aurais continué jusqu'à la retraite. Ouais, je pense que tu as appris plein de choses. On apprend, c'est ce qui me permet d'être aujourd'hui archéologue du paysage sonore. Pourquoi? Parce que je suis sciences humaines et sociales, mais toute la partie mécanique me donne un acquis quand même technique qui est assez important, qui fait que lorsque je vais échanger avec un artisan ou avec Martin qui lui est un gesson, tout de suite ça va matcher le bagage. Et j'arrive à tout de suite comprendre, voire même devancer, puisque même si je n'ai pas la formation, j'arrive à sentir je comprends tout à fait. Des éléments qui peuvent apparaître et dire, il me semble qu'on devrait aller dans ce sens-là. Technique, logique. Voilà. Donc c'est une multicasquette qui me sert énormément et qui fait que c'est vrai que quelque part, pour pouvoir former des archéologues du paysage sonore, il faudrait qu'il y ait à peu près le même profil. Pas forcément militaire, mais en tout cas un profil mixte. Sciences humaines et sociales, c'est-à-dire une très grosse appétence pour l'histoire, le social, la littérature, et puis une très grosse appétence pour tout ce qui est technique. Aujourd'hui, on est sur une transdiscipline hybride, clairement, ce qui fait que tout seul, l'encliquage tout seul est compliqué. Mais en même temps, si tu regardes au sens plus large, j'ose penser qu'il faut qu'on ait ce mélange, quoi qu'il en soit, entre science et humanité. Enfin, je ne comprends pas cette dissociation à un moment qu'on nous a imposée par S et puis les filières littéraires. Alors pour moi, c'est tout intercroisé et c'est nécessaire pour avoir une vision globale et d'ouverture du monde. Oui, le terrain littéraire apporte aux mathématiques ou aux sciences, et puis vice-versa, les sciences et les mathématiques apportent au littéraire. Et c'est ce recoupement-là qui est plus que nécessaire. Ah, mais totalement. D'autant que plus on avance, plus on est sur du mixte. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à tous les jeunes qui nous arrivent que cette mixité, cette mission l'un dans l'autre, cette espèce d'encliquage très, très fort, il faut qu'il soit présent.
Alors ça se passe bon, plus ou moins bien hein, d'ailleurs, mais au lycée où comme il y a eu une réforme, ils peuvent choisir justement ce mix-là. Ce qui je ne sais pas forcément, ça dépend des études, mais ça existe maintenant de plus en plus et je trouve ça plutôt pas mal. Bon bref, donc toi tu y restes 17 ans. Oui. À un moment, il se passe quelque chose, tu l'as dit, et tu bascules vers quoi? Eh ben déjà, je bascule à l'hôpital. C'est très mal, faut pas rigoler, mais si quand même. Et en sortie de l'hôpital, je fais 34 kilos. Waouh. Waouh. Et là, l'armée me dit 34 kilos, plus possible. Mm. Donc il y a une porte de sortie. Et donc voilà, porte de sortie. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'on n'est pas foutu. Et comme j'ai pas eu l'opportunité de faire des études, comme je l'ai dit, hein, j'ai pas le bac, je me dis soyons un peu fou, hein. J'ai rien qui m'attend et j'attends plus rien, donc je vais faire des études. Donc je suis allée taper à la petite porte de Lyon 2 en leur disant voilà, moi je voudrais faire des études d'histoire. Et là, c'est pareil, un vaste choix s'ouvre à moi. Alors, Antiquité, Moyen-Âge ou Antiquité? Alors on me dit l'histoire c'est plutôt compliqué parce que c'est réservé aux petits jeunes qui voilà. Donc on vous offre la possibilité de faire musicologie. Ah d'accord. Alors oui, moi j'ai pas dit ah d'accord, j'ai dit musicologie. Oui, donc il y a musique dedans. Ah, elle m'a dit oui. D'accord, donc ça veut dire une pratique musicale. Ils m'ont dit oui, ok. Et ça fait rien, 30 ans, Bon, on y va? On y va. Découvrir? Voilà, on y va, on découvre. Donc on se présente en disant voilà, il me faudrait une pratique musicale. On va dans une école de musique, ouais. Parce que c'est ce qui coûte le moins cher, hein, surtout quand... bon, d'accord. Et là, on nous dit, oui, mais vous êtes adulte. Oui, et c'est pas tout, les cours qui vous sont ouverts. D'accord. J'ai le choix. Vous avez basson. Et pas piano. Et pas piano. Et pourquoi donc? Parce que c'est réservé aux jeunes élèves. C'est quand même fascinant, alors que maintenant, tu vois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. Donc j'ai choisi basson. Oui, basson, dans le doute. Ouais. Voilà, face à ce choix immense, j'ai pris basson. Et comment ça s'est passé l'apprentissage? Alors l'apprentissage se passe bien parce qu'en général, quand on pratique la musique, c'est comme pour toute pratique, c'est une histoire d'amour à trois. Ouais. Soit le professeur qu'on rencontre et l'instrument. Donc tu as eu la chance de rencontrer un professeur qui t'a parlé. Le prof m'a présenté l'instrument, ça a bien marché avec et ça marchait bien. Le seul petit hic, c'est que quand on rentre en musicologie, la première clé à apprendre, c'est la clé de sol. Et là, en basson, c'est la clé de fa. Donc on met les bouchées doubles et puis on y va, quoi. Ok. Alors je pense que tu as dû apprendre beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est que par rapport à l'armée, la musique, c'est mine de rien très mathématique, très carré. J'aime beaucoup pour ça. Et je pense que tu as dû trouver aussi un oui, coup là-dedans. On met un certain temps parce que moi j'étais vraiment en concours avec des gens qui avaient fait le conservatoire de musique, voire qui étaient au supérieur. Et quand on déboule dans une discipline telle que musicologie, on n'a pas toutes les clés. De sol. Lit de sol, lit quoi, lit qu'est-ce. Et on ne comprend pas tout de suite pourquoi il y a des chiffres arabes, pourquoi il y a des chiffres romains, c'est quoi la différence. et on se prend tout ça dans la figure. Donc voilà, pendant un certain temps, ça a bien flotté. Puis on ne comprend pas c'est quoi quelque chose qui monte, quelque chose qui descend. Tout est appréhendé. Mais c'est pas grave. On t'apprend. On s'y fait très bien. Tu passes 6 ans là-bas? Alors, à Lyon, j'ai passé 7 ans. Ensuite, arrivé à l'époque, c'était en maîtrise. On m'a dit, il n'y a personne pour vous former sur la thèse. Or, moi, je savais, dès la maîtrise, que je ne voulais pas faire de l'enseignement, mais je voulais faire de la recherche. Pour plein de raisons. D'abord, parce que je connaissais la bibliothèque par cœur, donc quand on me demandait un bouquin ou un renseignement, je disais, tu vas sur telle étagère, c'est tel bouquin, tu vas voir, c'est à peu près au milieu. Voilà. Donc je savais que c'était ça. Et puis, je n'avais pas envie de faire de l'enseignement. C'est plus la curiosité, fouiller, découvrir. J'étais en appétence de recherche intellectuelle, connaissance intellectuelle et tout ça. C'est pas que je ne veux pas transmettre, mais j'ai vraiment besoin de ce terreau. Oui, je comprends tout à fait. D'ailleurs, tu transmets maintenant. Oui, ça passe par d'autres formes. C'est ça. Voilà. Donc, ensuite, je suis allée à l'université de Clermont-Ferrand pour faire une thèse. Donc là aussi, c'est toujours pareil.
Moi, je voulais travailler sur un mouvement de musique française qui s'appelle la Symphonie française. Parce que là, il y avait des terrains à défricher. Je suis tombée sur un encadrant qui m'a dit non, 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 vous êtes militaire, je vous propose de travailler sur les musiques militaires. Moi, je voulais faire une thèse, donc j'ai dit bon, c'est bien, je crois que je vais pas, j'ai pas le choix. Basson ou basson ou basson, voilà, c'est pas pareil. J'ai dit ok, et en expliquant bien qu'en tant qu'ancien militaire, et ayant fait la bascule, parce que j'étais sous-officier, ayant fait la bascule pour passer une thèse, ça serait très difficile de re-rentrer dans le système militaire, puisque seuls les officiers... alors les sous-officiers étaient très fiers, mais les officiers coinçaient un tout petit peu. Ce qui était normal quelque part, parce qu'il y a une bascule qui est quand même très présente. Mais bon, allez, va pour les musiques militaires. Et je suis arrivée à un moment où tout va bien, on cesse le service militaire. Donc, 82 oui, non, un peu plus tard. Non, 95, 80, oui, c'est ça, pardon. Ouais, c'est bien parce qu'il y avait 80 avant, non, le basculement en 95, 95, ouais, 94, 95. Voilà, ouais. Donc les bascules font que les portes se ferment. Et je dis, ok, d'accord, j'ai plus accès à quoi que ce soit sur un terrain qui est neuf, puisque les seules études qui existaient, c'était une étude vers les années 1890, et puis surtout des études d'historiens, pas de musicologues. Donc, deux visions différentes. Ok, bon, allez, c'est pas grave, on va essayer de retrouver un petit fond. Hop, je retrouve un petit fond sur lequel je peux m'amuser à Lyon 2, et PAM, l'incendie, le trop fameux incendie sur Lyon 2, qui réduit la bibliothèque à zéro. Et j'ai dit, bon, ok, carrément dans les choux. Donc il faut bien se remettre dans le contexte. C'est que si aujourd'hui on a accès à énormément de documentation numérisée, ce n'était pas le cas. Ah non, je me souviens. Donc c'est très compliqué. Ça devenait très très compliqué. Et dans les autres fonds? Il n'y a pas grand-chose. Okay. Parce que ce qui se passe, c'est que les musiques militaires n'intéressent pas les militaires. Il y a bien un conservatoire de musique militaire, mais c'est juste pour enseigner. Et il y a beaucoup plus tardivement un colonel qui m'a par la suite contacté, qui a pris en main cette école de formation, oui. Ce centre de formation, qui a, lui, voulu travailler sur les archives militaires. Mais, tant qu'il n'était pas là, c'était un peu compliqué. Donc, je suis allée farfouiller. À l'époque, les Canadiens étaient très en pointe pour tout ce qui est numérisation, donc je suis passée par des chemins détournés pour essayer d'avoir pas mal d'informations. Je suis passée également par les fichiers des médailles où on peut trouver les traces de militaires. Et puis voilà, de fil en aiguille, on arrive quand même à trouver des traces et à soutenir une thèse sur les musiques militaires. Ok, tu la valides. On est en quelle année là? 97, alors, non, je la valide beaucoup plus tard parce qu'en fait, ça a duré. Parce que je suis un adulte qui reprend des études. Ouais. Donc, je travaille en même temps que mes études. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 2007, ok. 2007, je sors de mon cursus de musicologie. C'est le grand moment où il y a pas mal de bouleversements à l'université. Et je veux comprendre pourquoi tout le monde est en révolte alors que le monde du privé semble pas... Enfin, il est lui aussi en bascule et à moindre mou. Donc, j'ai toqué à la porte de l'IAE et là, je dis je voudrais faire un Master 2 en gestion et administration des entreprises, juste pour comprendre. Pas mal le côté curiosité, tout ça. 2 ans pour découvrir vraiment des éléments qui me semblent moi, essentiels pour la suite de ce que je veux faire. Et surtout découvrir d'autres mondes. Comment ça s'articule, par exemple, comment ils se projettent pour faire évoluer des métiers ou des filières. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Toute la partie aussi communication, c'est-à-dire on va faire des publicités, comment on fait une publicité, comment on promeut un projet. Voilà, tout ce qu'on ne nous apprend pas dans la recherche et qui font que pourtant c'est essentiel pour se faire voir, pour se connaître. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que pour faire durer un projet. Bah oui, parce monter un dossier, enfin voilà, tous ces éléments-là. On en parlait tout à l'heure sur l'administratif, c'est vrai que oui, si tu ne sais pas faire, c'est très complexe. Et puis, j'ai fait un très très bon dossier sur la formation tout au long de la vie, qui pour moi semblait essentiel.
et comprendre pourquoi ce que nous, en tant que militaires, on a, parce que c'est tous les 3 ans on va en formation, que ce soit une formation militaire ou une formation technique, pourquoi ça a tant de mal aussi à se mettre en place parce qu'à l'époque ça avait du mal à percer dans le privé. Donc voilà, toutes des problématiques qui m'interpellaient. Tout bête. Donc, je passe mon master 2, donc c'est sur 2 ans. Là aussi, j'ai payé ma formation puisque je suis adulte. Non, je ne suis pas dans le bon tuyau. Oui, voilà. C'est pas la bonne case. Donc, c'est pas grave. Donc, je la paye sur 2 ans, je me fais ça. Et durant ces 2 ans, j'ai une opportunité pour travailler pour les Invalides, le musée des Invalides. Donc, j'ai un compositeur qui s'appelle Louis Dandrel, décédé il y a peu de temps, et qui vient toquer à ma porte en me disant, voilà, je travaille sur les Invalides et on aimerait échanger avec vous. Mais comme moi j'ai des étudiants qui étaient très facétieux, je ne réponds pas tout de suite. Ok, c'est une blague. C'est une blague, donc je chope l'étudiant qui est le plus facétieux, je lui dis bon, qu'est-ce que tu me fais là? Tu t'arrêtes tes blagues parce que c'est pas amusant. Puis il me dit non mais c'est pas moi. Bon, je lui dis ouais, c'est bien, je le connais. 2 fois, 3 fois. Au bout de la 3e fois, je réponds quand même à monsieur Louis Dandrel, que je ne connaissais pas, mais en fait, c'était un grand compositeur. Mais je n'ai pas le réflexe, et je ne le fais toujours pas, parce que je préfère le vis-à-vis. Voilà, ouais. Je préfère le vis-à-vis. Donc, je n'ai pas le réflexe de chercher qui est vraiment Louis Dandrel. En fait, c'est un vieux monsieur, déjà, bien âgé, une grande pointure, qui travaille sur tout ce qui est paysage sonore, mais pas sous la forme sur laquelle je travaille. Et il doit restituer des ambiances sonores de champs de bataille. Alors bien sûr, moi, je dis c'est super, moi, je vois ça, je vois plein de cartes avec des trucs dessus. Oh, peut-être ça me parle tout de suite, en plus c'est super sonore. Donc, c'est super, ouais, il y a ça, il y a quelle période, tac, tac, tac. En une matinée, je lui avais fait son schéma, lui, ça faisait 6 mois qu'il galérait. Et donc là, je suis missionnée par Louis Dandrel. Donc j'avais quand même interrogé un collègue en lui disant, je peux demander combien? Oui, parce qu'on sait jamais. Oui. Donc lui, il me dit, bon, tu me demandes 100 €. Et là, j'ai dit, j'ai demandé 5 000 €. Je suis revenue avec mes 5 000 €. Ouais. Parce que moi, je ne me rendais pas compte de ma valeur, quelque part, mon expertise. Et là, je me suis découverte quelque chose qui existait en moi, mais qui n'existait pas forcément chez les autres. C'est-à-dire que j'ai cette facilité, quand je lis un document, il est sonore. Je le vois, il fait du son, je le lis, il fait du son. Donc ça déjà c'est un gros plus. Et quand on recoupe ça scientifiquement avec un certain nombre d'informations, eh bien on en arrive à comprendre toutes les couches qui existent et d'en faire un paysage sonore audible pour celui qui n'a pas cette faculté d'entendre le passé. Et donc, pour les Invalides, j'étais super contente. Donc, j'ai commencé à travailler sur les plans. C'était super amusant. De fil en aiguille, comme j'ai trouvé que c'était bien, j'ai travaillé pour la sonorisation des couloirs. Oh, c'est pas mal. Puis pour les bornes, enfin, de fil en aiguille, j'ai fait quand même pas mal de choses pour 5 000 €. Je pense que j'étais loin de la facture que lui, il a dû avoir en retour. Mais peu importe. J'avais mis ton expérience, ça t'a fait plaisir, t'as découvert. Et puis j'ai surtout mis le doigt sur quelque chose qui était... c'est pourquoi on ne met pas de son dans les musées. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas. Non. Donc, et maintenant, on baigne dans les différents bruits de salles. Voilà. Ouais, bien fait ou mal fait, mais quoi qu'il en soit. Voilà. Donc là, je dis, il y a peut-être une question à se poser. Donc oui, j'avais ma thèse, j'avais le Master 2. Je cherchais, parce que j'étais vraiment pas... j'arrivais en fin d'un cycle à Lyon 2. Pas forcément bon cycle. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser. Donc je vais confronter mes idées à ceux de conservateurs de musée et je leur pose toujours la même question, pourquoi il n'y a pas de son? Et la réponse a été toujours identique, mais c'était la même, on ne veut pas de Walt Disney. C'est pas évident pour définir un produit, hein. Surtout quand on sort d'un Master 2 où on dit voilà, le client, il va vous définir un produit, ses besoins et tout. Là, moi, il me dit, mon client, mon hypothétique client me dit voilà, je veux pas du Walt Disney. C'est quoi du Walt Disney? Donc, de fil en aiguille, c'est quoi du Walt Disney? En fait, ils ont une très grande part scientifique qui doit transparaître. Et Walt Disney, ou le Puy du Fou, parce que ça a un petit peu changé, mais ces 2 schémas-là, ce sont des schémas
Ce sont des schémas narratifs, mais complètement fictionnels. Donc là, ça commence à prendre forme dans ma tête. Et au bout de quelques temps, moi, je tombe sur le plan Brettaise. Et, on va dire 15 jours après, un ouvrage qui s'appelle Le tableau de Paris. Et là, ça match, puisque moi, tout est sonore. Ça match, il me faut un terrain pour démontrer qu'on peut faire quelque chose. Il faut un terrain clair d'être précis. Les deux matchs, je vais travailler dessus. D'où la naissance du projet Brettaise. Donc le projet Brettaise, on va dire à partir de 2009-2010, ça commence à germer dans mon cerveau. Au début, je travaille assez à la vue et à l'ouïe de tout le monde. Ça crispe un peu à droite à gauche. Il doit encore y avoir du sang sur les murs, je pense. Donc progressivement, je retravaille plutôt dans mon coin. Jusqu'au moment où le projet ou le produit, peu importe comment on l'appelle, prend vraiment naissance. C'est-à-dire qu'il a suffisamment de matière pour se dire, là, j'ai une histoire sonore qui apparaît. Et puis j'ai un collègue qui arrive sur le point des pieds, alors que j'étais en train d'écouter mon travail, qui me dit, c'est quoi ? Alors j'ai dit, voilà, je travaille sur des ambiances sonores de Paris au XVIIIe siècle. Il me dit, attends, d'accord, mais ça va pas être palpable pour le grand public. Moi, je te fais connaître quelqu'un parce que je pense qu'il faut que tu aies une matière visuelle. Oui, c'est obligé. Enfin, je veux dire, si tu veux la globalité, c'est ça. Voilà, en 2010, 11, 12, 13, 14, 15, pour faire palper des oreilles, c'était pas possible, donc il fallait quelque chose de tangible. D'où la maquette Brettaise, c'est-à-dire cette restitution sur une plateforme de jeux vidéo d'un quartier de Paris. Et là, c'est la grande bascule. Parce qu'en 2014, je présente mon dossier sur ce qu'on appelle les innovatives. J'avais visité les innovatives en 2013. Le projet n'était pas encore suffisamment mature. J'avais trouvé que c'était intéressant. Donc les innovatives SHS, c'est un salon où toutes les sciences humaines et sociales qui présentent des projets en rupture ou pas, mais en tout cas suffisamment innovants pour la société, sont mis à disposition de la communauté scientifique, du grand public. Donc en 2013, je vois ça, je dis putain, ça c'est super intéressant. Entre-temps, il y a une restitution d'un pont Notre-Dame, une équipe qui travaille que sur le visuel, une équipe de Lille. Moi, je passe une première fois, je dis putain, il y a des erreurs en plus sur le pont, tu vois. Je passe une première fois. Ah non, mais moi, tu sais, j'étais vraiment malade, je repasse une deuxième fois. Ah, la troisième fois, je m'arrête, je dis, c'est vous le pont? Donc le graphiste, il vient, il me dit, oui, c'est le pont Notre-Dame à Paris. C'était à la fin du XVIIe siècle, mais bon, on est sur du temps long. Ok, d'accord. Vous savez que vous avez une erreur. Donc là, gros moment de flottement. Il me dit, il n'y a pas la pompe. Parce que moi, c'était bruit. Hein. Pas pompe, ça veut dire pas bruit. Et là, il dit, non, mais moi, je ne suis pas le chercheur. Oui. Vous repassez d'ici une demi-heure, le chercheur sera là. En fait, c'était une chercheuse avec qui je m'entends très, très bien. Et on a collaboré. Et rectifié. C'est-à-dire que la pompe n'était pas mise en place. En fait, comme c'était juste le début du projet, c'est des éléments graphiques qui se mettent. Et donc, la pompe est arrivée plus tard. Mais j'ai sonorisé ce pont, puisque je sonorisais l'autre, je pouvais bien sonoriser celui-ci. Donc, on a travaillé ensemble sur le pont Notre-Dame. Et moi, j'ai travaillé sur mon segment. Donc, moi, c'est beaucoup plus grand, puisque c'est le quartier du Grand Châtelet, donc c'est à peu près 50 hectares, autour du Grand Châtelet. Et avec des ambiances sonores qui sont intéressantes, puisque ça représente à peu près 80% des scénarios que l'on peut trouver dans une ville, quelle que soit la ville, quelle que soit aussi l'époque. Comment tu fais pour retrouver ces bruits, enfin recréer ces bruits ?
y a 3 grandes phases. Il y a une phase, comment sonne le passé. C'est ça. Donc, comment sonne le passé, bah, je vais bouffer de l'archive. C'est-à-dire que je vais lire beaucoup, regarder beaucoup. Donc, au niveau du texte, c'est de la littérature, c'est des quotidiens, des journaux de l'époque, c'est des journaux intimes, c'est également des documents de police, des actes de testament, et surtout des actes administratifs. Et tous, ils t'apportent des indices que tu vas pouvoir agréger. Et puis après, tout ce qui est visuel. Donc les visuels, tu as les tableaux, les gravures, c'est le plus simple. Après, tu as les sculptures qui peuvent aussi apporter des informations. Et puis tous les objets du quotidien. Et puis après, tu as cerise sur le gâteau. Tout ce sur quoi tu ne penses pas. Et qu'en tant que chercheur, tu as la main du chercheur. C'est la veine du chercheur. Par exemple, tous les plans avant les triangulations, tous les plans, les rues, elles ont c'est tout un petit doigt là qui passe. Alors que tu sais pertinemment qu'il y a des rues qui sont plus larges que d'autres. Alors, comment on fait? Et bien là, tu as les carnets de carrosses de l'époque. Et donc, explique ce que c'est, ce truc. Parce que j'ai entendu sur la radio quand on parlait. Le carnet de carrosses de l'époque, c'est tous les cochers, c'est les taxis de l'époque, il faut qu'ils sachent s'ils peuvent passer ou pas passer. Donc, ce carnet-là, il y a tous les noms des rues, des quartiers, la longueur des rues, et puis surtout le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis. Ce qui donne une largeur. Voilà. Après, des petits Alors, calculs. Il y a un biais, voilà. Il y a un biais parce que c'est la partie la plus étroite, bien sûr. C'est ce qui intéresse le cocher. Hein. Mais on sait, par exemple, si la rue, il y a un seul carrosse, et bien la partie la plus étroite, il passera un carrosse. Donc, on prend la largeur du carrosse, on rajoute 10 cm de chaque côté, non pas pour les rétroviseurs, mais pour le passage. Et là, moi, sur un plan triangulé, quand la rue, elle existe encore, j'avais 10 cm d'erreur. Donc, ça veut dire que mon mode de calcul était bon. Et progressivement, on va agréger. Tu as les documents dits mixtes, par exemple, les devis de travaux. Moi, je travaille sur du bâti commun. Donc aujourd'hui, si on veut du bâti commun, on prend un BIM, on a tout. Bon, à l'époque, non. Parce que ça se démonte, ça se monte, ça brûle, enfin bon, il y a plein de choses. Mais par contre, on a les devis de travaux. Donc quand on regarde, on a tous les matériaux qui sont utilisés. Donc t'en déduis. Voilà. C'est ça. Alors le BIM, c'est la version numérique en fait des synthèses de travaux aujourd'hui, c'est-à-dire des suivis de chantier. C'est ça. C'est quelque chose qui est très pratique aujourd'hui pour tous les gros chantiers en fait. Tout le monde en profite, il y a les temps réels, enfin toutes les modifications sont faites en temps réel, c'est génial pour ça. Alors au niveau urbain, voilà, c'est on va dire le livre de chevet des urbanistes. À l'époque, il n'y avait pas, donc là on fait avec les moyens du... Quantité de travail que tu as dû... Mais non, parce que c'est tout à fait au niveau de la synthèse. En fait. Ah non, au niveau de la synthèse, franchement, là, faut pas... Le cerveau humain est fait de telle manière que, grâce à la mémoire, on agrège progressivement. Et en fait, je dis toujours, moi, j'obtiens un millefeuille d'informations. Et tu vas épuiser quand il faut. Et il évolue tout le temps. Donc, une ambiance sonore, c'est un triangle, qui n'est pas forcément vertueux, mais c'est un triangle avec 3 couches. La première couche, celle sur laquelle on s'appuie constamment, c'est ce qu'on appelle la géophonie. C'est tous les bruits et les sons qui sont présents sur un lieu. Donc, par exemple, si tu es sur Paris, c'est le fleuve qui coule avec le vent. Et puis, s'il pleut, c'est tous les événements météorologiques. Donc ça, c'est la géophonie. Juste au-dessus, tu as une couche supplémentaire, c'est la biophonie. Les animaux, les insectes, tout ça, c'est dessus. Puis les gros pollueurs, bien sûr, c'est nous, c'est l'anthropophonie. Donc surtout en ce moment. Mais on est encore au-dessus. Donc une fois que j'ai agrégé tout ça, c'est-à-dire que moi, je fais une étude sur la géophonie, comment ça a été modifié, parce que ça a une incidence très importante. Donc je vais jusque-là. Paris au XVIIIe siècle, il y avait plein de petites collinettes partout. Aujourd'hui, il est plat parce qu'Haussmann est passé par là. Donc, moi, je regarde tout ça. La biophonie, je fais une étude aussi de la biophonie de la période sur laquelle je vais travailler. Plus je remonte dans le temps, plus il faut que je trouve des éléments. Donc, je vais... moi, je suis que archéologue du paysage sonore, donc je vais taper à la porte des gens qui ont cette spécialité, qui peuvent me répondre ou m'orienter sur des ouvrages. Et puis, bien sûr, la dernière, l'anthropophonie.
où là aussi, il y a plusieurs couches à l'intérieur, puisqu'on a tous les métiers, mais on a aussi les sociologies qui sont présentes, et puis il faut comprendre comment ça s'articule. Et tu fais de la restitution sonore dans ce projet-là, je suppose. Comment est-ce que tu enregistres les sons? Où est-ce que tu les enregistres? Ou comment tu te débrouilles justement pour trouver quelque chose qui corresponde à toutes ces recherches? Tous les travaux, toutes les fresques sonores sur lesquelles je travaille, il n'y a pas de bruitage, il n'y a pas de sound design. Okay. Un bruit qui a disparu, je ne le mets pas, je ne le crée pas. D'accord. D'où, quand tu as créé ta cible, moi c'était important parce que pour moi c'était un bruit que je pouvais. Voilà, ça n'existait plus. Et toi, tu as eu. Voilà. Donc, nous, on va en captation. Tout ça, c'est le deuxième temps. C'est-à-dire qu'on fait à nouveau une enquête dans le présent. Et cette enquête, c'est retrouver les bruits du passé qui sont encore dans notre présent. Alors, les bruits de l'artisanat, je vais presque dire que c'est simple. Oui. Parce que Jacques Doise, qui est compagnon du devoir antérieur de Pierre, m'expliquait qu'effectivement, il y a des savoirs ancestraux qui n'ont pas tant varié que ça. Voilà. Donc moi, j'ai un terrain de jeu qui est... c'est mon dada, c'est Guédelon, mais j'en ai d'autres. Alors justement, j'attendais que tu viennes, parce que c'est celui-là, oui. Donc voilà, ça c'est mon terrain de jeu. Et puis, le plus compliqué, c'est... les ambiances des lieux qui ont été profondément modifiés, par exemple pour Paris. Alors oui, tu as un gros travail là-dessus sur la modélisation. Ouais, parle-nous-en parce que c'est fascinant. Paris, la scène, c'est pas la peine, on ne pourra pas l'enregistrer. Même si on dit qu'il n'y a pas de pollution sonore, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, elle est canalisée, il y a plein d'éléments. Et justement, et sur Notre-Dame, tu as fait un travail remarquable là-dessus. Alors, on cherche des lieux qui sont presque similaires, on va dire. Ouais. Et puis ça fait partie du biais de l'hypothèse de travail et du biais qui rentre dans la maquette. Puis une fois qu'on a tout ça, mais c'est pas fini, parce qu'il faut aller les enregistrer. Parce qu'une fois qu'on les a trouvés, c'est bien. Il faut prendre contact, il faut qu'ils soient d'accord. Et puis nous, il faut qu'on vienne avec nos micros. Donc ça, c'est pas tout à fait le troisième temps. Ouais. C'est le deuxième temps et demi. C'est une petite mi-temps entre les deux. Donc la plupart du temps, quand aujourd'hui on a quand même bien travaillé nos modes de captation avec Martin qui est le 50% de l'équipe, parce qu'on est très nombreux bien sûr, à chaque fois on me pose la question. Je m'appelle Martin Guéné, je suis ingénieur du son, j'accompagne Mylène dans toutes ses missions au CNRS. D'habitude, c'est moi qui pose les micros sur les gens, mais cette fois-ci, c'est l'inverse. Avec Mylène, on s'est rencontrés parce qu'elle cherchait quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'audio immersif et dans la spatialisation sonore. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint son équipe, mais je suis aussi responsable de la réalisation technique des captations audio qu'on réalise. Et donc là, pour la captation de la scie hydraulique, on a déployé 4 micros, donc 2 micros directifs pointés vers les lames de la scie, qui vise à isoler le son précis de l'action de la scie. On a un autre micro qu'on appelle un micro de contact qui est directement accolé à la pierre et qui vient capter uniquement les vibrations solidiennes de la pierre. Donc on espère qu'avec ces micros, on pourra tirer des analyses acoustiques, des mesures précises qui serviront à étudier plus précisément l'impact des différents types de sable par exemple. Pour un geste, on a le plus petit geste, 3 micros, et un geste un peu plus rond, on va mettre 5-6 micros, et le plus important déploiement qu'on ait eu jusqu'à présent, c'est 20 micros. Ok, votre temps de traitement après, ça donne quoi? Ça dépend. En fait, le dérochage ne prend pas trop de temps. C'est juste le choix de ce qu'on va insérer dans la fresque. Mais là, ça y est, là on attaque le troisièmement. Le troisièmement qui est, comme à la MSH de Lyon-Saint-Étienne, on maîtrise la totalité de la chaîne de production, et le troisième temps, c'est la diffusion. Donc la diffusion, on va devoir restituer, concocter la fresque sonore, c'est-à-dire avoir une narration sonore, sans parole, que des bruits et des sons. On va ajuster tous ces sons pour faire un fil narratif, puisque le son, c'est du temps, d'espace, d'espace-temps. Donc, on est obligé vraiment de
développer tout ça. Et ensuite, on le diffuse. Donc là, il y a le fil narratif. Avec Martin, lui, il commence... Alors, moi, je fais une histoire en son. Ouais, j'ai compris. J'écris pas un texte. On a le même logiciel, et moi, je vais mettre mes sons en lui disant, bah voilà, je vois ça. Tu vois, comme quoi on est pollué par le visuel, on dit, je vois ça. Ouais, mais en même temps, tu vois ça. J'entends ça. Ouais, j'entends ça. Voilà, j'entends ça. Est-ce que ça te parle? Donc avec Martin, on travaille vraiment main dans la main. Donc il dit oui ou il dit non, ou c'est faisable, pas faisable, parce que des fois, je suis un peu jetée, hein, j'avoue. Progressivement, ce que je lui ai donné, lui, il va commencer à faire un premier jet, puisqu'on spatialise, nous, systématiquement, nos travaux. Et ensemble, on fait la dernière phase, c'est-à-dire qu'on finalise la spatialisation. Que ce soit pour une écoute binaurale, c'est-à-dire au casque, oui, ou une écoute immersive en WFS, c'est-à-dire du front d'onde. C'est-à-dire on peut positionner très finement des objets sonores tout autour de nous et les faire bouger. C'est fascinant. Donc voilà, là, tu as les 3 grandes étapes. Quel que soit le paysage sonore, tu as les 3 grandes étapes. C'est long. Et Guédelon, là-dedans, tu as fait... Alors, tu me parlais de moulins, mais entre autres, hein, mais tu me parlais... Alors, sur Guédelon, on a pas mal de travaux. Donc, on en est à la 7e campagne de captation. Et souvent, la question qui revient, c'est oui, mais vous avez capté une fois le forgeron, c'est bon? Ben non. D'ailleurs, pour plein de raisons. Un, parce que nous, on améliore nos captations. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, d'une fois sur l'autre, des fois, on n'est pas tout à fait satisfait. Donc, on va pouvoir améliorer. 2, c'est du son, hein, donc le temps, il s'écoule, donc une captation, elle sera unique. C'est ce moment-là, la fois suivante, on aura peut-être un autre résultat, plus ou moins pertinent. Et puis l'artisan, parce qu'aujourd'hui, au tout début, il nous disait, bon, non, on ne fait pas de bruit, on faisait... Aujourd'hui, ils viennent nous chercher quand on arrive sur le chantier, et puis ils nous disent, j'ai un petit son là, je crois que ça... Il faudrait... Viens écouter et dis-moi si tu peux me le capter. Voilà, le retour, il se fait comme ça. Donc à chaque fois qu'on part sur Guédelon, on a un programme bien établi, bien balisé. On a préparé tous nos micros, donc en général, on part aussi avec quelques kilos de matériel. Sais, mais toi, tu as cet avantage-là, c'est que tu aimes le contrôle aussi, c'est-à-dire tu aimes l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit hyper calé. Et ce que tu disais, effectivement, si c'est tout calé, on est bon. Oui. On peut se permettre une impro. Voilà, alors là, l'impro, en général, elle arrive assez rapidement. En général, on met un pied sur le chantier, on a tout de suite un artisan qui dit « J'ai gardé quelque chose pour vous parce que c'est super ». Donc on dit « Ah, d'accord ». Donc là, dans notre planning qui est déjà réglé comme du papier à musique, qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever pour mettre? Parce que s'il vient nous voir, ça veut dire que pour lui, c'est important, mais que pour nous aussi. Ah bah oui, et qu'il faut être, réactif. Voilà, très très réactif. Donc, alors il y a des choses qui sont immuables parce que quand ça nous demande par exemple un temps de préparation, on parle du moulin ou on parle du pont dormant où là c'est vraiment des captations qui sont faites pour une restitution spatialisée. Donc on fait une captation spatialisée en haut, en bas, à droite, à gauche pour la restituer en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc celles-là, elles sont immuables. Après, il y a tout le reste. Et c'est vrai que ça, tu vois, c'est ce truc-là quand je vais au ciné de temps en temps. Ils ont tellement progressé dans les restitutions sonores aussi, dans les salles équipées, que tu as cette immersion qui est quand même fascinante. Et d'ailleurs, dans les musées, il y a certaines salles, d'ailleurs, j'y pense, où tu peux rentrer. Alors, c'était, je pense, au combat de gladiateurs ou des trucs très particuliers, mais tu as aussi de l'immersion sonore. Et c'est vrai que les artisans, on parle d'artisans parce que c'est le cas, d'avoir effectivement cette immersion, il ne manque plus que d'avoir les odeurs. C'est le dernier truc. Alors, souvent, voilà, c'est juste le point de bascule. C'est que quand on a réussi réellement à bien bosser, à un moment donné, il y a un facteur déclenchant au niveau de notre sensorialité qui fait ça manque.
Si tu en es à ce point-là, tu peux dire Donc, que t'as bien ton, bossé, voilà, ouais, ton, c'est ton ça, ton truc est travail, bon. ton travail, il est, voilà, il ne sera jamais au maxi, hein, mais il sera tip-top pour que le commun des mortels, quand il est immergé, il se dise « Ouais, je suis dans cette situation-là et c'est ça ». C'est quand même hyper intéressant. Je trouve que toi, enfin, tu dois découvrir des choses tous les jours. Et je sais en plus que tu mènes extrêmement, un nombre extrême de projets. Extrême, c'est volontairement choisi. Hein, parce que toi, effectivement, tu surblindes parce que c'est intéressant. Et alors, actuellement, toi, tu mènes quel projet et quels sont ceux que tu vas développer? Ouais, ok, tu as 15 minutes, ok, pas 1h30, J'ai ok. 15 minutes. Alors, moi j'ai toujours Bretaise, puisque ça sert toujours de laboratoire. Oui. Donc Bretaise, il est sorti en 2015, ça a été très, très vite. On en est à la 19e version, on va attaquer la 20e. Ok. D'accord. Donc Bretaise reste le laboratoire, c'est-à-dire que quand on veut vraiment tester quelque chose de bien pointu, comme on a suffisamment de matière, puisqu'on a énormément de fichiers son à l'intérieur, on a Bretaise. Moi je suis expert scientifique sur le chantier Notre-Dame, donc j'ai ce segment-là qui demande quand même beaucoup de temps. J'ai un projet perso qui s'appelle Esphaistos, donc c'est la valorisation de tous les métiers du patrimoine, que ce soit le bâti ou l'artisanat d'art. Donc Esphaistos, c'est capter les gestes des artisans pour en faire des supports pédagogiques, de médiation ou de communication. C'est-à-dire que nous, avec une prise, on va pouvoir le déployer sous plusieurs formes. Ça, on fait un petit peu d'économie. Mais comme on a beaucoup de matière, ça nous permet aussi d'agencer tout ça. Donc ça, c'est dans la boîte. Dans cette boîte-là, elle se décline parfois en sous-projets. Parce que je me suis aperçue que comme j'avais parfois des idées qui allaient très très loin, j'ai plein de voies qui s'ouvrent en face de moi. Donc il y a des projets qui sont trop tôt pour être perçus par les autres comme étant potentiellement viables, parce que c'est ça qu'il faut aussi voir. Et puis il y en a d'autres qui sont proches. Oui. Donc par exemple, j'ai le projet Promesse avec une équipe de Nice, Saint-Étienne, hein, c'est École Centrale Saint-Étienne. Ce projet Promesse, il s'agrège sur le projet Esphaistos. Et nous, quand on fait nos captations, eux, ils viennent capter les gestes des artisans pour les restituer virtuellement grâce à des nuages, avec des nuages de points. Ce qui fait que les maquettes qu'ils vont pouvoir sortir, on va pouvoir faire le tour de l'artisan. Donc nous, on travaille, je fais une petite aparté, on travaille à Guédelon. Guédelon, c'est un chantier de construction d'un château du XIIe siècle et il est ouvert au public tous les jours. C'était ma question, je me souviens, en disant, mais ils t'ont pas fermé une journée pour que tu bosses? Non. Non, non. Donc, tous les jours, on vient, il y a du public. Donc, les premières captations, c'était un peu folklore, parce que on avait de la pollution. Entre les questions, vous faites quoi? C'est la télévision. Enfin bon, ils intervenaient alors qu'on était en train d'enregistrer. Voire même, ils parlaient, même s'ils ne nous interrogeaient pas, mais ils avaient besoin de parler entre eux. Donc, première étape, on va dire, la première époque, c'était un peu... La deuxième époque, on a dit, on va mettre des panneaux. On va mettre des panneaux comme quoi on enregistre. Mais là, c'est pareil, ça déclenche un flot de questions. Ce n'était pas le but. Aujourd'hui, on a un objet de médiation. Donc, quand on est sur le terrain, on a déployé un rack de casques. Donc, il y a 6 casques. Ah, c'est top. Et au moment où nous, on enregistre, on leur fait écouter ce qu'entend l'artisan et ce que capte le chercheur. C'est fascinant. Et là, miracle, comme ils s'entendent parler, puisque le micro capte tout, voilà, il y a du silence qui se fait. Oui, c'est ça, ils veulent profiter justement pour analyser les leçons. Et puis c'est surtout qu'ils se rendent compte parce qu'on a beau dire un micro c'est hypersensible, les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc là, c'est super. Et en plus, mais il y a des personnes qui restent 20 minutes, puisque nous, on laisse les micros. On peut rester 1 heure pour capter la totalité du geste. Moi, je dis qu'un visiteur qui reste 20 minutes pour écouter le geste d'un artisan, pour moi, c'est fabuleux. Donc voilà, on essaie de déployer des outils de médiation pour accompagner notre recherche. C'est top. Quand tu me parles effectivement des casques, tu sais, quand ils restent longtemps, ça me fait penser à cette grande mode qui se déploie toujours encore aujourd'hui sur la SMR. Tu as peut-être entendu, tu as forcément entendu parler. Et sur l'incidence qu'ont des sons sur, je pense, aux 432 Hz pour
poser le cerveau, tu sais, ou avoir cette répétition en fait qui est purement tribale, je pense, hein, qui mine de rien apaise ou fascine. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans de très très primitif en fait. Bah, en fait, ils sont plus près de l'artisan. C'est Hein. ça, ouais, c'est-à-dire l'immédiateté. Parce que, par exemple, à Guédelon, bon, on a ici le public qui est Ouais. quand même contraint derrière une corde, hein, parce qu'il ne peut pas rentrer dans l'atelier, et puis l'artisan, il est là. Donc, il ne voit pas forcément son geste, mais Oui. en tout cas, au niveau du son, parfois, il ne l'entend pas, parce que ça peut être un son très ténu. Je prends le menuisier, quand il commence à sculpter, le son, il est ténu. Oui. Nous, on a un micro qui capte, c'est un petit micro dit surfacique, hein, on le colle sur le bois, donc on entend le geste, on entend l'outil, voilà, l'outil qui entame le bois tout doucement. Il l'entend. En fait, il est à la place de l'artisan. C'est génial, vraiment. Et là bah, on a tout gagné, quoi. On a tout gagné. Et l'artisan aussi, parce qu'il est plus arrêté dans son geste pour répondre à la question. Ils attendent qu'il ait fini pour l'interroger. Donc, voilà pour les outils dits de médiation. Alors justement, à propos d'outils, justement, c'est ça, c'est qu'en fait, toi, tu as dû voir l'évolution effectivement microphonique, ce truc qui n'existe peut-être pas, c'est-à-dire que tu as dû voir les premiers micros avec lesquels tu as bossé et ceux avec lesquels tu travailles maintenant, qui sont, je pense, très différents, voire ils sont maintenant très perfectionnés. C'est-à-dire que tu me parlais effectivement de la cour de Guédelon à capter au micro-canon, ça c'est un truc de dingue. T'en dirais quoi sur cette évolution-là et ta manière de travailler maintenant avec ces types de micros? Alors, je garde ta question là, ok, ça marche, nickel, juste après. Tac, hop là. non, parce que j'ai pas fini avec les projets, donc si. Oui, ok, on finit les projets. projets. Voilà, c'est compliqué. Voilà, il va t'en manquer. Ça marche. Donc j'ai Esphaistos à Bretagne, Esphaistos Promesse, le chantier Notre-Dame, et je travaille également avec d'autres équipes. Il y a mes projets, mais il y a ceux auxquels je collabore. Donc des équipes à Lille, par exemple la restitution du camp du Drap d'Or, qu'on me demande de sonoriser, où là il y aurait beaucoup, il y a beaucoup de matière à faire. Donc c'est un projet qui est il fait toujours en attente de financement, mais bon, on travaille quand même un peu. Et puis surtout, j'ai une ANR qui s'appelle Lab in Virtuo. Donc là, on est sur des projets de restitution virtuelle d'ambiance d'ateliers divers et multiples pour comprendre justement l'ensemble de la sensorialité dans un atelier. Donc on ira capter, parce que c'est sur les rails, on va aller capter un atelier de forge au Muret. Okay. Et on va étudier tout ça. J'en reviens sur la question qui est micro. Alors, moi, quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Donc, j'avais un enregistreur numérique basique, le H4n. En plus, j'avais pas beaucoup de sous. Oui, bon, on l'a tous eu. Voilà, ici, on l'a tous eu. Oui. Et j'allais avec mon petit enregistreur. Progressivement, j'ai mis un micro dessus, mais enfin, bon, c'était quand même pas probant. Et aujourd'hui, on a des enregistreurs numériques et surtout énormément de micros. Et on va faire des choix stratégiques en fonction de ce que l'on veut enregistrer. Donc au tout début, avec Martin qui est un G-son, j'essayais de lui expliquer que ce qui était important, c'était l'objet sonore. Mais comme tout un G-son qui sort d'école, on les bassine, maintenant il le sait, hein, on les bassine avec les ambiances sonores. Il suffit de mettre un micro, on aura la totalité. Alors, pour les ambiances contemporaines, sans doute, même si je suis sceptique, mais sans doute. En tout cas, pour remonter le passé, c'est plus compliqué. Donc, on est obligé de repasser par l'objet sonore. Ce qui fait que nous, pour avoir toutes ces couches, on peut avoir jusqu'à 250 sons, des objets sonores, jusqu'à 250 fichiers pour recréer une ambiance sonore. Donc, on va faire une captation la plus immersive possible, hein, parce qu'on va capter de manière à ce qu'on retrouve l'épaisseur du son. J'ai compris. Mais pour avoir ça fait comme ici. Il y a un certain nombre de caméras tout autour. Nous, c'est la même chose pour les micros. Sauf qu'on a des micros qui sont différents en fonction de ce qu'on veut avoir. Parce qu'un son, c'est ce qui est dans la partie qu'on va travailler, c'est tout ce qu'il y a autour, et puis c'est tout ce qui est éloigné. Ce qui fait qu'on a souvent 3 cercles de captation. C'est... Waouh! Et là, on a des trucs qui sont fabuleux, parce que
Quand on va dérocher et quand on va travailler cette source sonore, ben on a un objet qui a de la consistance et pas un objet à plat. Oui. Ah non, mais je vois très bien, même par rapport au film contemporain, tu as besoin d'avoir quelque chose qui rende, dans lequel tu puisses être. Et ça, c'est top. Donc voilà, l'évolution, elle ne s'est pas faite forcément sur les micros, parce que je pense qu'aujourd'hui, les nouveaux micros coûtent vraiment très très cher. Donc on court tous après l'argent, mais on peut trouver de très bons micros, alors, chers certes, mais pas forcément de la dernière génération. Mais qui font du très bon travail. Ils font du bon travail. Ok, et tes projets futurs? Bah déjà, le futur, il est bientôt fini pour moi, donc ça c'est le premier point. Et puis, alors, on a été sollicité pour un projet sur l'horlogerie. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur pour plein de raisons. Déjà parce que moi je rêve d'aller capter un Jacquemart, une horloge atomique, astronomique, pardon, même atomique ça serait. Mais bon, en tout cas, j'en rêvais depuis pas mal de temps, donc ça a sans doute l'opportunité. Ça c'est le premier point. Donc on est en train de chercher des tout petits micros, microscopiques, donc on a ça. On va casser notre tirelire. Ensuite, on a un projet d'enregistrer. Alors, je suis déjà allée enregistrer 2 fois Sens des plénums. Donc là, ça serait pour restituer spatialement le clocher de Sens avec les craquements du beffroi. C'est mon rêve. Puisque le beffroi, c'est une cage en bois qu'il y a dans le clocher qui permet d'absorber le balancement des 2 bourdons qui font chacun 16 tonnes quand même. D'accord ? Quand ça tombe sur le pied, ça fait mal. 16 tonnes. Voilà, 16 tonnes. Ouais, nous, on a fait un crash test d'ailleurs. On est obligé d'avoir effectivement un matériau qui permet. Tu es obligé d'avoir un. Mais à Notre-Dame aussi, hein, tu as deux cages en bois qui permettent. Parce qu'une pierre, il n'y aurait plus. Nous, ce qu'on aimerait capter, c'est cette cage qui craque tout le temps. Donc, j'y suis allée déjà 2 fois, puisque les cloches, la spécificité des cloches de Sens, c'est qu'elles ont été fondues en même temps que les premières de Notre-Dame, et qu'elles ont les mêmes notes. Oui, j'ai compris. Donc, c'est pour ça qu'on était allé à Sens, puisqu'il faut savoir que les cloches de Notre-Dame, en plus, c'est des cloches qui sont récentes à Notre-Dame. Je crois qu'elles datent de 2012 ou 13. Donc, c'est pas les cloches. Or, moi, je travaille sur les périodes anciennes. Donc, ça serait dans un futur que j'espère proche. Donc, permettre de monter une campagne de captation d'un plénum. Donc, je retournerai entre mes 2 bourdons, puisque je me trouvais entre les 2 bourdons la première fois que je l'ai fait, avec l'enregistrement des 2 bourdons, avec un micro placé entre les 2 bourdons, des micros placés aux 2 extrêmes, et éviter le crash test qu'on a fait la 2e fois, c'est-à-dire qu'on a vu tomber un micro, l'enregistreur, pendant que ça balançait de chaque côté, et là on se dit, il ne faut surtout pas bouger, parce que c'est 16 tonnes dans la figure, donc on attend que la cloche se calme. Donc pour un plénum de, on va dire, 5 minutes, c'est 5 minutes de lancement et 5 minutes d'arrêt. Il n'y a pas de frein, hein. On ne peut pas dire « Bonjour, la cloche, tu t'arrêtes !» C'est pas possible. Donc voilà, on est obligé d'attendre en serrant les fesses, en se disant « Bon, dans quel état est le micro, dans quel état est l'enregistreur ?» Et ben, crash test réussi. C'est comme pour enregistrer le feu. Ça marche. Alors, enregistrer le feu, ce truc fascinant dont tu nous parlais tout à l'heure avec le four et compagnie. Ouais, parce que comment est-ce que les micros font pour résister? Enfin, c'est fascinant parce que toi, tu les as mis. Ah oui, on les a mis près du feu. Oui, jamais près du feu. Alors, comment ils font pour résister? Ça, faudrait leur demander à eux. On va peut-être les enregistrer. Comment tu fais, monsieur Micro? En tout cas, nous, on les met. En fait, on surveille. Et puis, on serre les fesses. Hein. Puis, au résultat, ils tiennent le choc. C'est dingue ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Ouais, c'est du matériel vraiment fabuleux, quoi. Nous, on les pousse à l'extrême, j'avoue. On les met dans des conditions vraiment incroyables parce qu'on veut réellement être au plus proche de la captation. Essayer d'être au plus proche. Donc, comme feu, on a les feux de forge. Ouais. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a 2 types de feux à la forge à Guédelon. On a un feu plutôt médiéval et puis on a un feu plutôt plus proche du 18e quand ils ont besoin de chauffer un peu plus. Okay. Donc voilà, ils font ça. On a les feux du talmenier, donc c'est le boulanger. Donc là, c'est pareil, on a 2 types de feux.
On a le feu du four à tuiles et à poterie. Il nous manque le feu du four à chaud. On rêve de capter bientôt, j'espère. Alors, je pense que le cinéma se développe. Ils vous ont contacté encore pour ça ou pas encore? Non, ça coûte trop cher pour eux. Non, non, non. Ok, non, je posais la question. Ouais. Et qu'est-ce que tu... Alors, souvent, les dernières questions d'interview, c'est qu'est-ce que tu dirais, comment tu conseillerais on va dire des jeunes, mais ça peut être pas forcément des jeunes, qui souhaiteraient rentrer dans cet univers-là ou travailler là-dedans? Je crois que la première chose, c'est du calme, de la patience, de la sérénité, de l'observation et de l'écoute. C'est trop fois rien, mais bon, c'est la première étape. Il n'y a que là où on va savoir si on est fait pour ou pas. Si on n'est pas capable pendant 1 heure de regarder quelqu'un travailler, de l'écouter, avant de l'enregistrer, de l'observer, d'échanger avec lui, c'est pas la peine. Parce que enregistrer quelqu'un, c'est pas se jeter sur lui et dire bon allez hop on va t'enregistrer et quelque part c'est respecter avant toute chose enfin en tout cas dans ce que je fais. Hein, on est bien d'accord, archéologue du paysage sonore, ça veut dire être au plus près d'une mémoire qui fait qu'il y a une transmission possible. Donc il faut respecter cette mémoire-là, et il faut respecter celui qui va passer le témoin. Et on l'accompagne dans ce passage de témoin, donc ça veut dire qu'il faut être à son écoute. C'est pas nous qui allons. Il ne faut pas le faire comme un bourrin ou une si, parce que par exemple, je vois à Guédelon, il y a plein de télévisions qui y vont, donc ils se prêtent bien au jeu. Mais le nombre de fois où les artisans sont frustrés, parce qu'on va filmer ça. En fait, il reste 5-10 minutes. L'artisan, il n'a pas le temps de finir son geste. Il est arrêté dans son geste. Et puis l'équipe, elle s'en va. Nous, on l'accompagne. En fait, on l'écoute. Ah, t'as un petit geste qui va. Ah, ok, d'accord, on y va. Alors, explique-nous. Pour déjà qu'on puisse analyser. On n'est jamais intrusif. C'est-à-dire qu'on essaye de respecter son geste. Donc c'est aussi une confiance. Moi, quand j'ai perché pendant 1 heure avec un tailleur de pierre, où le micro, il était à 3 cm de la pierre et du ciseau et du marteau. Oui. La confiance, elle est mutuelle. Hein. Quand tu le fais avec, par exemple, un équarrisseur où c'est pareil, tu as la hache qui descend et tu as ton micro qui est là, c'est une confiance mutuelle. Moi, je sais, je vois son geste, et lui, il sait qu'il y a mon micro, et voilà. Il sait que s'il y a quoi que ce soit, s'il dérape, je vais pouvoir tout de suite sauver mon micro. Mais on est en concentration, tous les deux. Lui, il est concentré sur son geste pour qu'il soit le plus propre par rapport au travail qu'on a fait. Moi, je suis concentrée sur son geste et sur mon micro, et j'y reste 1 heure. Tu sortes un petit peu rincé. Tu as des crampes aussi. Mais voilà, c'est cette confiance-là. Donc un jeune, ou un moins jeune en tout cas, s'il ne sait pas faire ça, il a perdu 90% de la valeur de son travail. C'est beaucoup de patience. Avant d'avoir ça, en fait, il y a tout ça avant. On est pas mal. Je te remercie, Mylène. Merci.